troisième fois en 4 combats que Nassourdine Imavov sera combat principal à l'UFC et ce sera contre le contender numéro 4 des middleweight, le très explosif, l'homme qui a des victoires en heavyweight, en light heavyweight et en middleweight, le très athlétique et ancien challenger au titre Jared Cannonier. Une opportunité en or pour briller pour le français qu'on vous analyse avec Brian juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr de soutenir ce podcast. Le lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 €. Inscrivez-vous uniquement si c'est pour jouer de manière récréative. Brian, Jared Cannonier a un palmarès de 17-6 en carrière, 10-6 à l'UFC et 7-2 chez les middleweight. Les deux défaites sont face à Whittaker et face à Adesanya pour la ceinture. Il a des victoires contre Strickland, contre Vettori, contre Anderson Silva, Hermansson et j'en passe. Comment est-ce que tu décrirais Killa Gorilla? Comment je le décrirais? Je décrirais comme un bon striker MMA. J'ai pas trop suivi sa carrière, tu vois, mais là j'ai regardé à nouveau ses combats et je trouve quand même que il a une grosse progression au fur et à mesure des années dans sa manière de combattre. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est un. Il y a une vraie prise de maturité. Ouais, je pense que c'est un bon striker MMA. Je le décrirais comme ça. Il est puissant. Ouais, c'est une bonne façon de. Ouais. Alors si j'étais un petit peu plus précis, il y a quelques éléments qui sont intéressants dans son profil, au-delà d'être parti de poids lourd jusqu'à middleweight, c'est son allonge. Donc il n'est pas forcément très grand pour la catégorie, mais par contre, donc 1m80, c'est pas très grand, hein, middleweight, hein. 1m80 Non. et par contre 197 cm d'allonge. 197 cm. C'est énorme. Pour référence, Imavov, c'est 1,91, 1m91 de taille, 1m91 d'allonge. Je l'avais noté aussi. Et donc, c'est encore plus impressionnant que Chris Curtis, qui lui aussi avait un petit format et une longue allonge. Voilà. Je pense que Chris Curtis, c'est 1m78, donc légèrement plus petit que Cannonier, et un truc comme 1m93 d'allonge. Ouais. Il y a un truc dans le genre. Mais et pour moi, beaucoup plus technique et bien meilleur que explosif. Mais en tout cas, je pense que ça permet aussi de décrire un petit peu une de ses forces, qui est sa puissance. Vu qu'il est relativement trapu, tu vois, et que c'est un ancien poids lourd, je pense qu'il est extrêmement puissant. Je suis assez d'accord. Ouais, le ancien poids lourd, donc physiquement, on doit considérer qu'il est fort. Et en plus de ça, il a déjà prouvé que, surtout avec son bras arrière quand il est en droitier, s'il connecte, ça peut faire pas mal de dégâts. Et justement, en parlant de droitier, c'est un droitier prédominant qui n'a pas peur de se mettre en gaucher de temps en temps. Mais je mettrais une astérisque là-dessus. Je le trouve beaucoup plus à l'aise en droitier qu'en gaucher. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, alors c'est ce que j'ai noté. Hein. J'ai noté moi, que c'était un droitier qui changeait de garde de temps en temps, qui switchait, mais pas forcément pour préparer des combos en garde ouverte, mais plutôt dans sa manière de gérer l'espace, tu vois. Je trouve que il va être capable de changer de garde pour pouvoir se déplacer, sortir des angles et créer des feintes. Donc c'est plutôt sur le plan défensif, j'ai l'impression qu'il utilise ça. Ouais, justement, je pense il y a deux patterns que j'ai remarqués chez lui, mais je préfère en parler dans la partie game plan, et c'est notamment un sur ses switches. On doit parler de ses low kicks, je pense, et principalement son low kick droit, parce que qu'il soit en gaucher ou en droitier, il va quasi systématiquement envoyer sa jambe droite. Donc quand il est en gaucher, il va envoyer son low kick avec sa jambe avant, et quand il est en droitier, c'est avec sa jambe arrière automatiquement. Il envoie très très peu un kick avec sa jambe gauche. J'ai pas, en tout cas, low kick avec sa jambe gauche. Sur les combats que j'ai regardés, j'ai pas souvenir de l'avoir vu l'envoyer. Non, ça me dit rien non plus. Ça, on peut le noter effectivement sur les low kicks. Tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve quand même qu'il a un gros volume de frappe quand tu regardes sur ses combats. Alors, il a Toi, tu as regardé contre Vettori, notamment? Non, j'ai regardé les statistiques. Je voulais voir s'il y avait des choses qui étaient intéressantes sur cet aspect-là.
Et quand même, sur les 5 rounds, il est quand ça va à la décision, entre 300 et 400 frappes, tu vois. Ce Mhm. qui est relativement beaucoup, surtout vu son physique qui est très athlétique. Ouais, On est plus habitué à voir des combattants un peu plus longilignes, avec un physique un peu plus marathonien, genre, entre guillemets, tu vois, que ouais, type CrossFit. Et ouais. une théorie, hein, qui est absolument pas prouvée, il n'y a rien de scientifique derrière, mais l'expérience, souvent on a l'impression que d'anciens poids lourds ou d'anciens obèses, par exemple, qui perdent énormément de poids, ont un gros cardio, une grosse endurance. Tu vois. Ils sont Hmm. infatigables. Il y a- Il faudrait regarder Khalil Rountree aussi, hein, il m'a l'air d'être tu sais, un physique bien imposant comme ça et durable hmm. sur 3 rounds. On l'a pas encore vu sur 5 si je dis pas de bêtises, mais lui aussi c'est un ancien bien fat américain, Ouais, quoi. voilà. Mais il y a rien de scientifique derrière tout ça, hein. C'est vraiment de l'expérience où moi j'ai régulièrement vu d'anciens obèses, quand ils perdent énormément de poids, eh ben leur cardio, il s'arrête jamais, quoi. C'est hallucinant, tu vois. Ouais, et justement par rapport au physique, comme tu le dis, quand tu vois un Jared Cannonier, tu as plus cette habitude de voir un gars qui est explosif et qui va donc travailler un peu en Mm. intensité Mm, intervalle comme mm, ça. mm. Donc il va exploser, puis il va prendre du repos, puis il va exploser, et puis il va fatiguer et la vitesse va diminuer au fil du combat. Mm. Avec lui, quand tu regardes son 5e round contre Vettori, qui était un combat ultra engagé, il n'y a Oh, pas l'air d'avoir une grosse perte non, du tout. d'énergie ni quoi que ce Je soit. C'est m'attends. impressionnant. Ça faisait partie des trucs. Je suis parti regarder les stats, round par round, et je m'attendais à voir des baisses de régime, tu vois, en fin de round, et en fait, quasi pas, quoi. Quasi pas, Mm. hein. Il envoie quasi le même volume, tu vois. Et donc après, peut-être que scientifiquement et biologiquement, ça s'explique, hein. Je sais pas, un meilleur Mhm. taux. Alors là, je vais parler de termes que je ne maîtrise pas, tu vois, mais tout ce qui est autour de la mitochondrie, tu vois, donc ton endurance, Ouais. et puis la gestion, alors ça s'appelle l'ATP, tu vois. Donc Ouais. tous ces déchets-là, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, on peut rajouter ça dans ce truc, je trouve quand même explosif et endurant. Ouais, c'est ça. Il est durable et résistant aussi. Quand tu vois le high kick qu'il prend contre Whittaker, il le mange bien, quoi. Et Il le mange il est bien. difficile à finaliser. Ouais, ouais. Durable. Alors moi, tu vois, je l'ai pas vu cet aspect-là, tu vois. Moi, Ah, je le vois finalisable, tu vois. ok, ok. Il a déjà perdu par finish, pas en middleweight en tout cas, parce que ces 2 défaites, c'est par Bah, décision contre en Dominique middleweight. Reyes, hein, en light Ah ouais, heavyweight, ouais, par KO ça TKO, il se remonte. prend des beaux petits uppercuts. Et il y Ouais. avait un pattern, il y avait l'utilisation des kicks, euh, qui nous Mhm. intéressera peut-être pas sur ce combat-là, mais en tout cas, voilà. Ok. Ouais, c'est bien parce que j'entends le mot pattern de ton côté. On va en Mhm, discuter, je pense, pendant la partie game plan. En termes de points faibles, est-ce que tu en as trouvé? Parce que quand il arrivait à l'UFC et même encore en début de run en middleweight, on pouvait considérer son grappling défensif et sa lutte défensive comme une faiblesse. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a bien bossé dessus, qu'il commence à être très difficile à amener au sol. mhm. Pas impossible, mais ça devient un effort de l'amener. Écoute, il y a vraiment pas grand-chose, hein, à se mettre sous la dent. Donc moi, sur les phases de grappling que j'ai pu voir, c'était quand il était en light heavyweight, et je trouvais qu'il avait des très bons réflexes, tu vois. Ouais. C'était contre Yon là-bas, je crois que j'ai regardé deux, trois fois, deux, trois passages. Et ouais, les indicateurs, on va dire les placements de tête, il se retrouve dans une situation où il va chercher la papillon et puis le body lock pour se relever et tout. La Mhm. tête est bien placée, il va pas chercher à mettre les épaules au sol, c'est plutôt correct, tu vois. Donc Ouais, ouais, ouais. effectivement, je pense qu'il a quand même un sol assez solide, et défensivement, Mhm. oui, effectivement, pour moi, il est relativement bon, quoi. Ouais, ouais, ça a vraiment été une amélioration visible dans sa carrière UFC. Là, notamment quand il se fait sonner contre Whittaker, à un moment, il se fait prendre en monte, il vient de se faire sonner, et là aussi, il a des bons réflexes pour sortir de la montre, prendre le clinch à la cage et sortir en distance de pied-point. Mhm. Donc voilà, c'est très fonctionnel, mais je pense que c'est intéressant quand même de le notifier, puisque maintenant, on va peut-être transiter et parler de Imavov, et on sait que voilà, selon moi, Imavov, on le voit comme un striker, mais il est quand même beaucoup plus complet que ce qu'on pense ou de l'image qu'on reflète de lui. Avant de passer, 13 victoires. Avant de passer Ouais, sur vas-y, vas-y. Nassourdine, il y a un dernier point, hein, qu'on n'a pas abordé. Moi, je suis content qu'on ne l'ait pas abordé dans la présentation.
C'est la question de son âge, parce que en écoutant un petit peu tout le monde parle de son âge, tu vois. Et là, on l'a pas abordé. Je trouve ça intéressant de pas se fixer dessus, mais de se fixer sur ce qui est visible, tu vois. C'est ça. Parce qu'il y a des C'est choses ça. qui sont parfois invisibles et qu'on ne comprend pas, tu vois. En tout Bah, cas, effectivement, il a 40 ans, donc ouais. voilà, comme ça on le dit. Mais quand tu regardes ce qu'il a encore récemment fait contre Strickland sur 5 rounds, Ouais. il a gagné à la décision contre Strickland sur 5 rounds. Son dernier combat, c'est probablement son combat référence. Mhm. Difficile de vouloir utiliser l'âge comme un argument qui va pour Exactement. Nassourdine. Mais je voulais juste le spécifier. C'est pour ça que je te dis que je suis content qu'on ne l'ait pas abordé dans le truc. C'est que pour moi, c'est pas un élément. Euh, Mhm. un indicateur ou quelque chose qu'on pourrait mettre dans le négatif ou dans le positif, tu vois. Mhm. Pour moi, enfin, c'est un adversaire, franchement, il est chaud, quoi. Il est, J'ai envie et- d'utiliser le terme coriace, il est moi. coriace, ouais. Et puis en fait, quand tu Ouais. le combats, tu t'es pas, ouais, bah, il est lent, ou il est pas explosif, ou il est pas durable, Je sens qu'il a 40 ans. on sent T'as pas qu'il est ça. en Non, train de physiquement être en train de diminuer, descendre d'année en année, excusez-moi. Mais non, pas du tout, pas du tout. Donc pour moi, c'est pas un argument qui pourra peut-être l'être sur les cotes et tout, tu vois. Mais en tout cas, dans Ouais, l'analyse, comme on disait, c'est potentiellement le facteur X qui te fait arrondir vers ouais, le haut ouais, tout à la ouais, fin. on en Ok, parlera après. on est d'accord. Et c'est une des raisons. Bah, maintenant, dans les podcasts, en fait, tu remarqueras et vous remarquerez que je mets les pronostats tout à la fin du Mm, podcast, parce mm, que quand on le mettait au début, je trouve que ça indique mm. trop Ouais, un peu la direction dans laquelle on va. Donc j'aime bien ça garder manque de ça neutralité sur la après, fin ouais, t'as maintenant. raison. Voilà. Nassourdine, donc 13 victoires, 4 défaites avec son no contest contre Curtis, qui a clairement un goût de victoire. Dans sa carrière, 5 victoires par KO, 4 par soumission, qui sont toutes en début de carrière, et 4 victoires par décision. Comment est-ce que tu le décrirais? On va parler de son surnom, évidemment, Russian Sniper. Est-ce que c'est un bon point d'entrée pour le décrire? Ah bah, je pense, hein. Je pense que c'est un très bon point. Donc, on sera tous d'accord pour dire que Nassourdine, il excelle dans son striking, surtout en boxe. Et effectivement, il a un style de boxe soviétique, tu vois. Donc, rentrer, toucher, être précis. Et donc, ouais, effectivement, Russian Sniper, ça lui colle très très bien, en tout cas à son style de combat, quoi. Ouais, c'est clair. Vitesse aussi, hein, je mettrais dedans. Vitesse, précision et ouais, ce travail en in and out, quoi. Mm, mm, C'est mm. rentrer, toucher, sortir, toucher sans être touché. Euh, je crois que tu avais bien vendu son sol pendant une de nos précédentes analyses sur lui. J'ai quand même donné la stat, hein, c'est au moment où il avait rencontré Chris Curtis, c'était le seul à l'UFC à avoir amené Chris Curtis au sol. Maintenant, c'est plus le seul parce qu'il y a Brendan Allen qui est arrivé dans leur dernier combat. Et je pense que toi, tu avais beaucoup vendu son positionnement au sol. Il a un très très bon positionnement une fois qu'il a une position de contrôle. Ouais, j'avais trouvé ça. Alors, je reviendrai peut-être un petit peu en arrière parce que je me suis refait quelques combats et je trouvais que sur, Mhm, sur certains combats, après, c'est aussi lié à son style et son jeu, tu vois. Euh, mhm. dans un style un petit peu étouffant au sol, contrôlé avant de frapper, il y a des positionnements où ça va un peu trop vite, tu vois, qui peut perdre. Mhm. Il y a des scrambles Ok. qui sont parfois un peu trop énergivores, tu vois. Et Mhm. J'aime bien que tu utilises l'énergivore. Je voulais parler mm, aussi de cet aspect-là. Pas seulement en ouais, grappling. ouais. Alors, je me suis pas refait Curtis, j'avoue. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, pour moi, on peut pas le décrire uniquement comme un striker où les adversaires qui ont une bonne lutte et un bon sol pourraient le battre sur ce chemin-là. Pour moi, il a Mhm. une très bonne lutte défensive et offensif, un très bon grappling. Donc il est complet, hein, il est très complet. Par contre, Ouais. effectivement, quand ça va au sol, je trouve que parfois, mais c'est vraiment sur des détails, il y a des choix qui peuvent être un petit peu énergivores, tu vois. Hmm. Ouais. Et c'est bien d'en parler parce que il y a peut-être le côté gestion d'énergie où c'est pas encore optimal du côté de Nassourdine. On l'a vu aussi contre Dolidze. Bon, il a vraiment une ouverture pour le finir,
il va à fond dans le premier round, mais du coup, il n'arrive pas à le finir. Et sur les 4 rounds d'après, on sent quand même qu'il accuse le coup. Il réussit à gagner dans la fatigue, donc ça, c'est un très bon indicateur. Mais il y a quand même ce côté gestion d'énergie où on l'a vu aussi contre Buckley, où il a dépensé beaucoup d'énergie sur les 2 premiers. Et le troisième a été légèrement dangereux pour lui. Donc, je pense que là, il y a clairement un axe d'amélioration sur la gestion d'énergie. Est-ce que techniquement, tu veux encore dire quelque chose ou on reste peut-être sur les points d'amélioration du côté de Nassourdine, qu'on a pu observer évidemment? Techniquement, moi j'avais noté deux petits éléments que je trouve vraiment intéressants dans sa manière de combattre. Donc, bien évidemment, dans sa manière, c'est de boxer en in and out, rentrer, sortir, être léger sur les appuis. Et alors, c'est retraits de buste que je trouve très millimétrés Ouais. et assez impressionnant. Donc déjà, c'est difficile de pouvoir le cadrer, de pouvoir le toucher parce que il rentre, il rentre, il sort. Et quand il est à l'intérieur, si vous essayez encore de le toucher, il va avoir des retraits de buste au millimètre et reboxer derrière. Et ça, enfin, avec des petits gants de 4 onces, faut être quand même assez chaud, quoi, tu vois. C'est clair. Enfin voilà, je les trouve très impressionnants, ces retraits de buste, très impressionnant sa manière d'être capable de boxer proche. Si l'adversaire cherche à clincher, comme on l'a vu avec Dolidze, sa manière de pouvoir mettre ses frames, sortir de la position, mettre sa tête et reboxer derrière. Mais non, je le trouve très impressionnant là-dessus. Son jab, Ouais, sa il a vitesse vraiment aussi, ses jabs et tout. Ouais, la vitesse de bras en fait, Ouais. c'est ça. Il y a ces déplacements qui sont très efficaces, mais il a une vitesse de bras qui est assez exceptionnelle. Donc il est capable vraiment de se dire, ok, dès que mon adversaire rentre dans ma distance d'anglaise, je vais venir le cueillir juste avec un jab très rapide. C'est pas ce qui va mettre un knockdown ni quoi que ce soit, mais ça surprend suffisamment l'adversaire pour reset et reprendre une distance lointaine. Donc c'est une arme très intéressante. Alors il y a un élément qui était un défaut par le passé, mais je trouve qu'il a bien bossé dessus. C'était qu'on a bien remarqué contre Buckley d'ailleurs, c'est il reculait beaucoup en ligne debout. Et je trouve que contre Dolidze, il y a vraiment eu un travail là-dessus sur ses déplacements, capable de mieux utiliser des déplacements latéraux pour être moins facilement acculé à la cage, ce qui pourrait être très utile ici contre Cannonier, parce que je pense que dans la partie game plan de Cannonier, essayer de mettre de la pression en mode prédateur, donc patiemment, ça doit faire partie de sa stratégie. Et alors le dernier point, on est obligé d'en parler, c'est la gestion des émotions. On l'a déjà vu être touché par le trash talk de Buckley. On l'a vu péter un plomb sur Chris Curtis qui était dans le coin de Dolidze. Ça peut le sortir d'un combat et comme on le dit souvent sur Fight Minds, un combat ça peut jouer sur ce genre de détails notamment. Donc là-dessus, on ne le voit pas, mais on espère qu'il y a un travail qui a été fait évidemment d'être vraiment lucide et concentré uniquement sur son combat quand il combat. Ouais, bah, je pense que c'est un point important, hein. Sur ce combat-là, je pense que ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Dans ce combat-là, ça n'a pas trop d'importance parce que je vois pas Jared Cannonier jouer avec ça. Je ne vois pas prendre Chris Curtis dans son coin, qui aurait pu être une stratégie, hein, ça paraît bête, mais après, tu pourrais appeler Chris Curtis et dire viens dans mon coin pour un peu perturber. Après, Et je le vois. c'est clair que, tu vois, parce qu'on dit oui, on l'aura pas avec Cannonier, mais tu peux avoir un combat où c'est l'arbitre qui fait un truc stupide, tu vois, et ça t'énerve et ça te sort de ton combat. Ouais. Tu vois, donc effectivement, il faut le bosser pas seulement vis-à-vis de l'adversaire, mais ça peut être vis-à-vis du coin, ça peut être vis-à-vis du public, ça peut être Ouais, vis-à-vis. on l'avait vu avec Aldric et Turpal Yunusov. Hein. Aldric qui avait dit à Axel il est fatigué ou un truc comme ça, et Turpal qui sort de son combat en parlant à Aldric. Ouais, c'est des éléments. C'est le genre d'élément. Ouais, tu dois savoir contrôler ça. Ouais. Donc, mais ça va être vraiment sur l'aspect général. Effectivement, ça peut être un élément où tu dois être focalisé, parce que ça peut jouer, hein. Ça peut jouer. Le public, hein. T'es dans la cage, enfin, moi j'ai souvenir de. Oh, on allait souvent à l'étranger, mais quand t'as des mecs qui sont en train de t'insulter ou de. C'était probablement avant Chris Edwards dont tu parles. Ah, Chris Edwards, c'est. Ouais, ça allait encore. Et non, ça peut jouer, hein. Quand t'entends des trucs, t'as envie de leur répondre, t'as envie de. Tu vois, t'as envie de dire, attends que je finisse ici et je vais descendre te voir, tu vois.
Ouais, mais Et, justement, tu vois, c'est un peu ce côté avoir le tunnel vision et se rendre compte que la meilleure réponse que tu peux avoir à tout élément perturbateur extérieur, c'est de gagner ton combat. C'est vraiment ouais, mais même ta ça, meilleure ouais, ouais. réponse. Mais Ouais. même ça, d'attendre une réponse dans le combat, c'est pas bon, tu vois. Mais bon, Ouais, non, c'est ça clair. sera, je pense, effectivement un petit élément au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a peu de probabilité que ça arrive sur ce combat-là, mais Ouais. c'est une petite probabilité, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais enfin, moi, en tant que fan de Nasruddin, je vais vraiment regarder à ça pour voir s'il y a un travail qui est fait Mm. dessus. Et j'ai aucun doute là-dessus parce que on sait Nicolas Hott, c'est quelqu'un qui est méticuleux et qui va tout analyser. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Après, sur ce genre d'éléments, pour moi, hein, je t'en ai déjà parlé, mais je trouve que tout ce qui est préparation mentale, c'est le top, tu vois. Et là, Mhm. c'est plus le boulot du coach en chef. C'est-à-dire que tu vas dire à un combattant ou à un athlète, écoute, je pense qu'il faut que tu fasses de la prépa mentale. Et le problème de la prépa mentale, c'est qu'elle a cette image-là que, genre, je suis faible mentalement, il veut que je fasse de la prépa. Alors que pas du tout, c'est un améliorateur de performance, tu vois. Ouais. Tu t'es le plus fort, le plus courageux au monde, et bien, tout ce que tu veux, tu peux te dire, j'ai pas besoin de préparation, mais en fait, ça va Mhm. encore améliorer tes performances. Ouais, c'est ce qu'on appelle peaufiner, hein. Dans ce cas-là, c'est évidemment tout. Allez, tout combattant à l'UFC, et particulièrement dans le top 15, est fort mentalement. Mais il y a fort et très fort. Enfin, tu sais toujours faire mieux, en fait. Tu sais toujours t'améliorer. Et je pense que clairement, s'il y a beaucoup de gens qui le soulignent quand même, c'est qu'il y a un axe d'amélioration. Et comme on le dit tout le temps, il faut avoir. T'as plein de curseurs en MMA. Bah, ton objectif, c'est quand même de tous les monter Ouais. progressivement, quoi, tout simplement. Mm, mm. Ok, passons au game plan. Game Let's go. plan, j'ai y arrivé. Ça te va si on commence par Nassourdine? Ouais. Celui de Nassourdine. Alors, moi, petite note que je voulais quand même notifier avant de partir dans les game plans. Rapide analyse. Les deux seuls middleweight qui ont battu Cannonier, ils l'ont dominé debout sans réellement chercher à l'amener au sol. Mhm. Alors oui, Whittaker l'a amené au sol et a tenté une deuxième fois, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Et donc les deux qui ont battu Cannonier en middleweight, c'est Adesanya et Whittaker. Je pense que Nassourdine peut davantage s'inspirer de ce qu'a fait Whittaker par rapport à son style, plus en in and out, très bon jab, etc., que ce que fait Adesanya. Son style se rapproche peut-être un peu plus de celui de Whittaker. Je ne sais pas si tu Je suis assez es d'accord. d'accord avec ça comme pré-analyse. Et voilà, moi j'ai une longue liste. J'ai quand même noté beaucoup de choses ici, mais je vais te lancer la balle pour voir Moi, j'ai pas une longue liste. ce que tu as. Ok, ok, bah, très bien. Donc je compléterai. Pour une fois, je pourrais dire quelque chose derrière toi, du coup. Je t'avoue que moi, sur le combat en général, j'ai pas fait une longue liste. Je pense, je l'ai pas abordé, je l'avais noté, mais je pense quand même que Cannonier, je trouve qu'il a une très bonne gestion de l'espace, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il se replace bien. Pas tout le temps, Mhm. pas tout le temps. Et ça arrive de temps en temps qu'il oublie, mais plus ça avance, et c'est pour ça que je trouvais qu'il continue à progresser. Plus ça avance, plus je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Et cette gestion de l'espace, ben, elle est importante, tu vois. Mhm. Cette gestion de l'espace de la cage, quoi, de reprendre le centre, de mettre de la pression, de le faire reculer et tout. Je pense que, en soi, le style de d'Imavov est intéressant, Mhm. mais il doit être attentif sur cette gestion de l'espace et de la cage. Je le vois, Yep. je le vois pouvoir, ouais, vraiment gagner ce combat-là s'il est attentif à ça. Ouais, moi j'ai écrit, hein, tuer dans l'œuf pour le positionnement, entre parenthèses, ne pas se retrouver derrière la ligne noire intérieure. Ah bah tu vois, ouais. Ouais. Pour moi, ça va Mhm. être vraiment une sorte de clé de combat. Mhm. Effectivement, je ne vois pas forcément une stratégie de mise au sol, tu vois. Ça risque d'être Mhm. compliqué, ça risque d'être énergivore. Ce qu'on a oublié d'en parler, mais c'est vrai on a tous, entre guillemets, un petit peu d'inquiétude sur l'endurance d'Imavov, tu vois, qui a Mhm. pu... enfin voilà, comparé à Cannonier, en plus, ils ont tous les deux une très bonne explosivité. Je pense que Imavov a plus de vitesse, mais c'est vrai que sur l'endurance, je trouve que Cannonier est plus endurant, tu vois. Même si il y a certains éléments un peu rassurants, Imavov qui prend le cinquième round contre Strickland, voilà. Ouais, bah, je t'avoue que j'ai regardé ce Alors que combat. le combat était pas sur son. Mais oui, c'est vrai, t'avais dit que tu penses que c'est Strickland qui a plutôt baissé de régime. En plus, Strickland, ben voilà, très très short notice, Franchement, juste après Noël et c'est Nouvel clair. An, ouais. J'ai revu ce combat-là. Franchement, physiquement,
Il n'était pas là, Strickland, tu vois. C'est Ok, pas ok. genre, il a demandé un poids au-dessus parce qu'il serait plus lourd. C'est parce il Ouais, était bah fat, c'est le quoi. premier main event de 2022-2023. Donc c'est 14 jours après la période Noël Non, Nouvel An. Ouais, moi je le donc trouvais fat, quoi. c'est ça. Donc, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je pense que cette gestion de l'espace, la vitesse, hein, d'être capable de toucher et puis sortir, mais de continuer à mettre Mhm. une sorte de pression. euh, je pense que comme tu dis, ouais, de tuer les déplacements de Cannonier dans l'œuf, ça va être assez important. Ouais, merci pour l'expression d'ailleurs, parce que du coup c'était facile à exprimer ça. C'est ne pas se laisser, ne pas se dire ok, je suis encore tranquille alors que t'es sur la ligne noire. Mm, mm, mm. Ça devient presque trop tard. Et là voilà, le focus doit être ok, je dois reprendre de l'espace derrière moi avant de produire quelque chose d'offensif, tout en faisant gaffe à ce que Canonnier continue à produire. Ça va être le premier élément. Je t'ai parlé Ouais. du volume de frappe. Euh, Mhm. je pense qu'il faut être assez attentif à ça. Je pense que Nassourdine doit imposer un peu, enfin plus de frappe forcément, Ouais, euh, gagner au pour volume. gagner au volume. Et, et je pense que ça sera intéressant. Mais je le vois. Alors pas que du volume, tu vois. Il faut du volume pour construire, rentrer, sortir, et de temps en temps avoir des frappes impactantes. Ouais, Piquante. bien Ouais. significatives, bien impactantes. Ouais. Ah, parce que le truc, c'est que Cannonier, il est très percutant dans ses frappes, je trouve. Il donne cette impression, en tout cas, et comme on le sait, Mm. les juges, ils sentent pas les frappes, ils disent, ça, c'était plus fort que ça. Ils entendent des C'est, fois, hein, que ça. Ouais. voilà, ils entendent au visuel, au ressenti. Et je trouve que, ouais, quand Cannonier tape et touche, t'as vraiment cette impression que c'est très percutant, et donc ça vaut des points, Mm, quoi, mm, tout simplement. J'aime bien que tu aies parlé de volume parce que moi j'avais mis contrôler l'axe avec le jab. Cannonier se fait beaucoup toucher par les jabs d'Adesanya, beaucoup touché par les jabs de Vettori qui est gaucher, ok, mais il est fort vulnérable dans l'axe. Je trouve que sa défense est perméable sur les jabs, sur les crosses. Whittaker aussi, hein, Whittaker, quasi tout le combat, ce sont ses jabs, son jab cross et son jab cross high kick qui a bien touché dans le troisième. Mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur contrôler l'axe en mettant plus de volume sur cet axe avec le jab. Cannonier a gagné ce combat contre Vettori en envoyant plus avec son jab et son cross, mais je pense qu'ici Nassourdine a toutes les armes pour pouvoir gagner ce combat du jab. mm, mm. Ça reste quand même un petit peu, entre guillemets, contradictoire, hein, de rentrer, sortir et de mettre de la pression en même temps, tu vois. Mais, euh, Ouais. mais je pense que c'est faisable s'il est capable de pouvoir, comme tu dis, se déplacer. Donc tu rentres, tu rentres, tu sors, en mettant de la pression. Si Canoë veut pour rentrer frapper, tu serres comme Tu ça, circules, tu reprends le tu reprends centre et ton tu centre remets et ta tu pression. recommences, Ouais. tu vois. C'est pas une pression constante, Non, c'est un objectif de mettre la pression quand c'est dès le moment où tu as l'opportunité de le faire ouais, et créer ces ouais, ouais, opportunités un maximum. ouais. Ouais. Mhm. Alors, il y a quelque chose peut-être qui sera encore un peu plus contradictoire par rapport à ça, parce qu'il y a le travail en in and out. Un gros problème de ceux qui ont un bon jab comme Nassourdine qui rencontre quelqu'un comme Cannonier, les low kicks de Cannonier. Il faut savoir gagner la bagarre du jab versus low Ça, kick, on va. qui a Ouais. été vraiment une guerre dans le premier round entre Whittaker Oh et là là. Cannonier. Et d'ailleurs, si tu regardes le premier round de Whittaker-Cannonier, c'est assez intéressant. Il y a une question de timing. J'ai l'impression que quand Whittaker engage sur son Mhm. jab, Cannonier a un bon timing pour le contrer avec un low kick et Ouais, c'est lui ouais, qui ouais. gagne l'échange. À l'inverse, quand Cannonier engage sur le low kick, très souvent, il y a Whittaker qui va le contrer, qui Mhm. va un peu squatter, Mhm. enfin appuyer son poids sur sa jambe avant et le contrer avec son jab. Et donc, c'est vraiment qui engage et qui a le réflexe de contrer très Mhm. rapidement gagne l'échange. Mais après, dans le deuxième et dans le troisième round, ça s'efface un peu avec la fatigue. Donc, c'est un élément que j'ai repéré, ça. Et donc, je m'étais dit, Là, s'il faut se là, t'es déplacer un sur, peu latéral. Ah là, oui, t'es vas-y. sur le game plan de Cagnier ou on en est où là? Non, non, c'est juste. Ah, ok. Voilà, c'est toujours sur Nassourdine, tu vois. Je disais mettre du volume avec le Mhm. jab, mais il faut évidemment être très très prudent par rapport au low kick de Ouais. Cannonier. Donc, si tu envoies des jabs, mais qu'à chaque fois il te contre avec un low kick, ce qui était arrivé justement contre Whittaker, il faudra peut-être changer un peu de stratégie ou en tout cas faire rater Cannonier pour le frustrer, pour qu'il envoie de moins en moins de low kick Mhm. dans le combat. Je pense qu'il y a plusieurs stratagèmes qui peuvent être mis en place. Alors, sur les déplacements, on sait que Nassourdine est fort in and out, mais face à un Cannonier qui a de très bons low kicks et qui envoie quasi tous ses low kicks avec sa jambe droite, voire tous ses low kicks avec sa jambe droite, les déplacements latéraux, je les ferai sur la gauche de Cannonier.
à l'opposé de sa jambe droite, quoi. Pour un peu amortir, enlever cette envie d'envoyer ses low kicks. Parce que quand on voit des low kicks, t'aimes bien face à quelqu'un qui est stable ou quelqu'un qui se dirige en collision avec ton low kick. Si le gars il s'écarte de ta jambe avec laquelle tu envoies souvent les low kicks, t'as pas envie de les envoyer de peur de les rater ou de manquer d'amplitude ou de manquer de puissance. Ouais, ça se discute. Moi, je préfère quelqu'un qui désengage pour envoyer un low kick. Je préfère quelqu'un qui sorte sur ma gauche, donc à l'opposé de mes low kicks, parce que Ouais. je l'aurai en fin de course, tu vois. Sur quelqu'un qui se déplace vers mes low kicks, eh bien, c'est quelqu'un qui met du poids sur la jambe et qui peut contrer au moment où je les envoie, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça Et t'as c'est. l'angle Ouais. aussi où tu peux te prendre un tibia, un genou. C'est du Ouais. MMA, ça fait mal, hein. On n'est pas Hmm. conditionné comme en boxe thaï, tu vois. Ouais. Donc, regarde, moi par exemple, si je veux faire un low kick, j'ai mon adversaire qui est en face de moi. Je vais me Mhm. déplacer légèrement sur ma droite pour avoir un meilleur angle, tu vois. Donc, si Ouais. lui il se déplace sur ma gauche, bah, mon angle est encore meilleur. Enfin, c'est lui qui fait le boulot, tu vois. Je vais pas aller Ouais, sur c'est ma vrai. gauche En pour fait, kicker. Alors, si, quand tu vas aller chercher la cuisse en descendant, ouais. en MMA, ça se fait quasi plus, ça, tu vois. C'est Ouais, vraiment c'est vrai. K1, Donc, quoi. si ton objectif est de contrer, tu vas vers la jambe qui kick. Si ton objectif est de juste pas l'encaisser, c'est mieux de se déplacer loin de cette jambe qui kick. Ouais, je sais pas. Pour que ça manque de distance ou Non, qu'il doit faire plus que. t'es en fin de Parce que course. s'il doit faire plus que 180 degrés pour toucher, Ah, mais ça va toucher, quoi. faut se déplacer sacrément, hein. Ouais, je sais, je sais. C'est Bon, après, le mec, ça veut ouais. dire que tu dois toujours être à 30 degrés de retard, tu vois. Moi, je Ouais. t'avoue que Mais je avec. suis pas Ouais. convaincu. Je suis Ok, pas pas convaincu, convaincu par non. ça. Ok. Je préfère la Euh, stratégie, tu vois, à Strickland, là, où il monte juste son genou comme ça, là. Ça Tu casse la... sais quoi, je me suis posé la question et je me suis dit, en garde ouverte et même en garde fermée, en fait, c'est quel combat que j'ai vu contre Phil Hawes, parce que je voulais regarder un combat de Nassourdine contre quelqu'un de, tu sais, très explosif. Après Phil Hawes, il a complètement cassé enfin pourri le combat, on va dire. Mais ça restait intéressant. Et Nassourdine utilise quand même bien ses stop kicks, oblique kicks en garde ouverte, mais aussi en garde fermée. Et face à un low kicker, bah voilà, Hum. ton stop kick simultané, ça peut être très très intéressant, et même proactivement, ça peut être intéressant parce que du coup, tu enlèves la cible en fait. Ouais, ouais, Donc c'est une arme qui peut être intéressante ici ouais, aussi. Donc c'est vrai. j'avais regardé, j'avais mis en point d'interrogation, tu vois, est-ce que les stop Ah kicks ouais. peuvent être intéressants ici? Ça Ah peut, bah parce que surtout. c'est d'une pierre deux coups. Bah Mhm. surtout s'il est en droitier et que t'as frappé dans sa jambe avant, le mec il se pose deux fois la question avant de tourner sa jambe pour le low kick, parce que tu te prends un stop kick sur le côté du genou là, t'es pas Mhm, très heureux, mhm. tu vois. Ouais, ouais, les stop kicks pourraient être aussi une arme. Ouais, j'aime bien. Ouais. En plus, en termes de gestion de distance et tout, ça peut être intéressant. Et puis, au final, Canonnier se met assez souvent en gaucher. Par contre, Canonnier, quand il se met en gaucher, il exagère le combat du pied avant. Tu vois, il met son pied avant sur l'extérieur, mais quand tu parles de 30 degrés, c'est lui qui le fait, quoi. Il se met à 30 degrés sur l'extérieur de son adversaire et t'es là, tu fais, c'est bizarre comme angle, Mhm. c'est bizarre comme distance pour l'un comme pour l'autre. Mais on va revenir là-dessus. Le dernier point que j'avais mis, c'est, t'as pas revu son combat contre Chris Curtis, mais les deux fois où Nassourdine amène Chris Curtis au sol, c'est pas une lutte proactive et énergivore. Mhm. C'est un fait de combat qui amène Nassourdine à être dans une position où il peut, à partir du clinch, amener Chris Curtis au sol, avec une technique qui utilise pas beaucoup d'énergie, qui va demander plus d'énergie à Chris Curtis qu'à lui-même. Mhm. Et donc ça, j'aime bien. Ouais, C'est pas avoir un game plan A sur la lutte, mais se dire qu'il va y avoir des circonstances de combat, des moments du combat où la lutte peut être exploitée si c'est pour une technique qui demande pas trop d'énergie. ouais. Et ça, j'aime bien cette Ouais, logique. J'aime je bien pense cette que c'est très logique. bien. Je pense que c'est très bien. Sur Imavov, on est toujours sur le game plan d'Imavov, là, je sais plus où on est. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, je me questionnais, parce on a dit qu'il utilisait beaucoup ses points. Je me pose la question de comment il utilise ses kicks, Nassourdine, tu vois. Est-ce qu'il a des bons middle kicks, des bons high kicks, tu vois? Parce que je trouve Cannonier plutôt perméable au kick, et je me dis que ça Mhm. pourrait, à un moment donné, être une solution, tu vois. Enfin, surprendre. Bah, on a évidemment eu le kick semi-illégal de Nassourdine contre Dolidze, donc il les utilise. Il les utilise quand l'autre est en tripod. Ah oui, mais Mais je pense,
Mais je pense que c'est une amélioration dans son jeu, clairement. Un peu, tu vois, prenons l'exemple de Ilia Topuria. Il vient comme un très très bon boxeur en MMA et là, il commence à intégrer ses low kicks et il commence maintenant à intégrer aussi des middle et des high kicks Ouais, il y a ouais. à son jeu. Donc, J'ai pas de oui, souvenir de l'avoir vu, mais bon, voilà, tu vois, à l'entraînement, peut-être qu'il a des très bons middle, très bons high kick. Je pense que ça pourrait, à un moment donné, dans le combat, dans le deuxième, le troisième, un bon middle au corps quand tu t'y attends pas, tu vois, ça pourrait être aussi ouais. à implémenter, tu vois. Surtout que quand tu observes deux combats, donc il y a le combat d'Adesanya et le combat de Whittaker où ben voilà, il est face à quelqu'un qui jab très bien, qui envoie de très bons crosses. Et quand tu prends comme ça dans l'axe et que par défaut ta garde elle est, je sais pas si c'est parce qu'il a des gros pecs, mais il a du mal à, tu vois, avoir une garde dans l'axe, tu vois, Hmm. ses bras sont fort écartés sur sa garde, donc la ligne est ouverte. À partir du moment, si tu n'arrives pas à chasser et à défendre en bloquant ou en chassant, ben c'est la tête qui doit bouger. Et forcément, face à quelqu'un qui bouge la tête sur tes jabs, ben là, tu as la Leon Edwards contre Kamaru Usman. Quoi. Ouais, Et c'est ce ouais, qu'a fait bah, Whittaker d'ailleurs. Whittaker, Il a hein, vu c'est que un Cannonier 1-2, commence à. Voilà. une Ouais, 2 c'est high ça, kick, une hein. 2 high kick. Ouais. Mm, Donc ça, c'est exploitable. Je te rejoins totalement dessus. ouais, ça Ouais. pourrait, ça pourrait. Alors, ça doit pas être le truc général, tu vois. Mhm. Mais si on part du principe qu'il les utilise bien à l'entraînement, ça pourrait être un petit peu implémenté, ouais. Mm, Mhm. Alors, il y a deux patterns dont je voulais parler du côté de Cannonier. Le premier, comme on l'a dit, il switch pas mal en mm, combat. Il switch que dans des moments neutres. Il va pas switcher dans une combinaison. Il travaille pas en shift. C'est plus, voilà, on est à distance karaté range. Je passe en gaucher. Euh, Quand il passe de gaucher à droitier, il est capable de produire quelque chose offensivement directement. Quand il passe de droitier à gaucher, j'ai l'impression qu'il sait que c'est lui qui shift, qui switch, pardon, et qui change la dynamique du combat, mais j'ai l'impression qu'il a besoin de 2-3 secondes de réflexion pour dire, OK, maintenant je suis en garde ouverte ou fermée, enfin je viens de passer en gaucher, voilà ce que je peux faire. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on préparait Grit contre Nicole Stoll, on avait aussi une adversaire qui de temps en temps switchait vers gauchère et on avait repéré que quand elle switchait en gauchère, elle-même n'était pas à l'aise sur les 2-3 premières secondes. mhm, Et on avait recommandé deux choses à Grit. On avait dit soit quand elle switch, tu switches aussi, comme ça elle est doublement perturbée, mhm, soit tu attaques directement. Soit au moment où tu vois le switch, tu pars sur un jab jab cross ou sur la Dan Anderson, le low kick overhand. mhm. Je suis allé voir ça sur notre ancien groupe Facebook, on avait noté ça. Et je trouve ça intéressant pour Nassourdine de peut-être travailler sur ces petits moments. Tu le vois switcher en gaucher, pas quand il revient en droitier, mais quand il passe en gaucher, avoir quelque chose, avoir un élément offensif pour le faire reculer, même attaquer à ce moment-là. Tu sais que quand il va passer en gaucher, il va essayer de prendre son angle avec sa jambe avant qui va aller loin sur l'extérieur de ta jambe avant, peut-être capitaliser là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de petits trucs qui peuvent être exploités là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me rappelle le combat de Rory McDonald contre Tarek Safieddine. À chaque fois que Tarek Safieddine changeait de garde, Rory envoyait son jab. Quasiment, tu vois, quand on se retrouve en T-position, il changeait et à ce moment-là. Et c'est vrai qu'effectivement, Tarek Safieddine, dès qu'il changeait de garde, bah, il faisait pas grand-chose, quoi. Mhm. Il changeait pour changer comme si ça allait créer un stress quelconque, mais en fait, c'est lui qui prenait les jabs. Ouais. Mm, Ouais, je pense que c'est intéressant face à quelqu'un qui aime bien switcher pour changer la dynamique en off et qui est pas comme Sandhagen, Holloway qui sont très à l'aise avec leur switch. C'est justement de se dire bah, peut-être que eux-mêmes ont besoin de quelques secondes ou fractions de secondes pour se dire ok, je suis dans une nouvelle dynamique de combat et à ce moment-là tu attaques pendant qu'ils sont en pleine réflexion. C'est un moment crucial comme ça. Le deuxième pattern que j'ai observé, alors encore une fois, on en profite pour le rappeler, nous on fait des analyses macro, on regarde quelques combats et puis on pond mm, nos analyses comme ça. Euh, Cannonier, souvent, quand il envoie un low kick en droitier et qu'il touche très bien son low kick, il envoie un deuxième dans les 3 secondes. mm, Et c'était intéressant parce qu'il le fait contre Whittaker et Whittaker il le prend deux fois. Dans le premier round, dans le deuxième round, je pense que ça arrive plusieurs fois aussi. Et Whittaker n'avait pas spécialement de réponse à ça. Et c'est là où tu vois la différence entre striker MMA et striker point barre de haut niveau. Quand tu regardes le combat de Cannonier contre Adesanya, dès que Cannonier envoie un low kick, dans les 3 secondes, Adesanya répond avec un low kick. Et du coup, Cannonier n'est pas capable de renvoyer son low kick. Et donc, si, bon, alors moi j'ai observé sur peu de combats, si Nicolas Hoth et Nassourdine ont observé ce pattern chez Cannonier, dès qu'il réussit un low kick, il va en réessayer exactement le même quelques secondes plus tard. Tu peux préparer une réponse à ça. Soit tu réponds toi-même avec un kick directement, soit tu dis dans les 3 secondes, il faut que je produise quelque chose d'offensif, comme ça il n'envoie pas son suivant. Soit, je sais pas moi, tu
tu absorbes ce low kick, comme tu dis, tu te déplaces du côté du low kick pour envoyer ton bras arrière, ce genre de choses, ou désengager pour le frustrer. Mais voilà, tu peux avoir ce petit truc sur, ok, il vient de bien me toucher avec un low kick, il y a une forte probabilité que sa prochaine attaque soit de nouveau ce low kick dans les 3 secondes qui arrivent. Je prépare une réponse à ça. Très intéressant. Voilà. Effectivement. Du côté de Cannonier, on a fait une longue partie là sur Nassourdine. Du côté de Cannonier, quels seraient les grands axes stratégiques pour lui? Et Nicolas Hoth nous a dit que lui aussi, il observait son propre combattant en essayant d'anticiper la stratégie de son adversaire pour pouvoir un peu tuer ça aussi. Quels sont les grands axes pour Cannonier quand tu combats quelqu'un comme Nassourdine Imavov? Je pense que les 2 gros axes, c'est la pression et puis, comme tu l'as dit, les low kicks, quoi. Ouais, c'est les 2 points que j'ai notés aussi. Voilà. Ça, c'est 2 grands axes et la durabilité, tu vois. Durabilité, prendre les rounds en étant un peu plus incisif et agressif. Ça doit faire partie de son game plan, quoi. Ouais. Et sur la pression, un peu à l'image de ce qu'on a dit pour Nassourdine, c'est pas la mettre à tout prix, pas chercher à la mettre constamment. C'est vraiment quelque chose d'assez lent, progressif, comme le fait très bien Cannonier. J'ai l'impression que Cannonier, il rentre dans un combat un peu en mode, ok, je m'installe dans le combat et j'essaye progressivement de prendre de plus en plus de place dans la cage. De toute façon, j'ai un bon cardio, donc je peux me permettre d'y aller crescendo sur essayer d'étouffer mon adversaire par ma prestance. J'ai presque l'impression que Cannonier, on doit parler de prestance plus que de pression. Prestance dans la cage. Ouais, et puis la crainte, tape fort, quoi. C'est ça. Il doit frapper fort dès le début pour dire, pour que l'adversaire se dise, ouais, j'ai pas envie de me faire trop tabasser ou taper par ce mec-là, quoi. Ouais, non, je pense, hein. Mais la prestance, la présence, comme tu dis, ça peut faire partie des game plans et je pense qu'il doit mettre un peu la marche avant comme ça. C'est ça. Et alors, un truc qu'il a. Ouais, vas-y. Et je pense que pour lui, il doit pas laisser forcément les rounds passer, tu vois. On va en parler, je pense, sur Prono et. Je pense que la question de, tu vois, du mental, de comment dire ça, de gérer ses émotions, elle peut être aussi sur cette question de prendre des rounds. Si à un moment donné, tu commences un peu, pas à te faire malmener, mais tu sens que le gars il est en marche avant sur le premier round, et que mentalement tu dis ah non, je peux pas perdre le premier round, c'est une question de fierté, tu peux te cramer, tu vois. Alors que si tu sais que c'est sur 5 rounds et le gars il met sur la marche avant, tu peux aussi avoir dans l'esprit de te dire mec, tu fais ça pendant un round, moi j'en aurai 4 derrière où je vais te taper, quoi. Prends ton premier round si tu veux, c'est pas un problème pour moi, tu vois. Ouais. Et donc là, il n'y a pas d'ego, il y a vraiment l'aspect sportif. Mais c'est intéressant que tu prennes cet angle, parce que maintenant que tu le dis, je trouve que Jared Cannonier a un ego très bien placé. Ça a l'air d'être quelqu'un de très humble dans la vie. Et une fois qu'il rentre dans la cage, il n'y a pas un ego surdimensionné de vouloir absolument faire ci ou faire ça. Il est là pour faire son combat, prendre ses rounds et l'emporter. Ouais, après sur la question de l'humilité, je pense que ça va pas voir grand-chose, tu vois. En dehors de la cage. C'est pas parce que t'es humble en dehors de la cage que t'as pas d'ego à vouloir absolument prendre tous tes rounds, tu vois. Oui, tout à fait, mais ça fait de lui une inversement. belle personne. Enfin, tu vois, ça fait de lui une personne qui est chouette à suivre. Ah Il a une oui, sûrement. personnalité. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est juste ouais, non, ça va. C'était maladroit dans la comparaison, tu vois. Ah oui. On est en train de comparer, tu vois, sur la gestion des deux, tu vois. Ah oui, non, c'est pas une comparaison. Moi, je parlais juste de Cannonier, je le décrivais. Oui. C'était pas. Nassourdine est très humble en dehors de la cage également. Voilà, mais ça peut faire partie dans une mentalité de vouloir gagner. Des fois, tu veux gagner toutes les minutes, tu veux gagner tous les rounds, et ça peut te faire perdre un combat, tu vois. Et effectivement, Cannonier, je pense qu'il est là pour gagner un combat. C'est pas un problème de perdre un round. Ouais. Et Nassourdine doit être au fait que si Cannonier commence un petit peu chaud sur le premier round, il a encore 4 rounds pour le terminer, tu vois. Ouais. C'est pas grave de perdre un round. Surtout pas sur 5. Surtout pas sur 5. Ouais. Donc, sur cet aspect un peu mental, moi personnellement, je serais Cannonier, je mettrais sous pression très rapidement Nassourdine pour le pousser à vouloir prouver dans le premier round et s'épuiser, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Très intéressant. C'est une approche... c'est une approche que je trouve intéressante dans la manière de combattre. Sur synchrone, de laisser l'autre s'épuiser ou de le pousser à s'épuiser parce qu'il veut garder une position un peu dominante, tu vois.
Ouais, parce qu'il veut pas lâcher le morceau. Il veut pas lâcher Intéressant. le morceau. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. Mais justement, ça fait une belle transition vers les pronos, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui est intéressant ici, c'est, on le dit souvent, premier objectif gagner, donc ici gagner à la décision, et puis s'il y a un finish qui vient, tant mieux. Est-ce que c'est le cas dans les deux cas ici? Est-ce que Cannonier doit rentrer dans ce combat en se disant il faut que je prenne au moins 3 rounds sur 5, et que Nassourdine doit se dire également la même chose, il faut que j'en prenne au moins 3 sur 5? Ça, d'office, Parce que- hein. Ouais, moi je trouve les deux sont très difficiles à finaliser, et je partirais du principe qu'il y a de fortes chances qu'on soit sur un combat de 25 minutes ici. Un beau combat de 25 minutes d'ailleurs. Et donc Moi, la question c'est ouais. quel round prendre? Moi, je Le pense premier, que tu vois, que ça fasse 25 minutes, je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Là, je suis sur les côtes de Paris et tu vois, les côtes de Paris, elles disent quand même que, tu vois, c'est plutôt 60% que ça aille à la décision et 40% que ça soit un finish, tu vois, entre ouais, guillemets. donc il y a une plus grande chance que ça aille à la décision. Ouais, mais ça reste quand même relativement serré, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vois des deux côtés une possibilité de finir le combat. Je peux voir clairement Oui. Nassourdine mettre TKO Cannonier, tu vois. Mhm. Il a clairement les outils, clairement les armes pour le faire. Et inversement, la puissance de frappe de Cannonier, je le vois aussi être capable de connecter, tu vois. Ouais, ou bien un TKO low kick aussi, ça peut être possible sur 5 Ouais, rounds pour ouais. Cannonier. Mhm. Donc je pense qu'il faut, on peut aller regarder ce combat-là en s'attendant à un très beau combat et avec un potentiel ou un possible finish. Ouais. Ah ouais. Ben justement, tu parles Les de Côte cotes. de Paris. Unibet.fr nous place. Alors ça a peut-être changé depuis hier soir où j'ai pris mes notes. Nassourdine était, en tout cas hier, léger favori à 1,69, 2,05 pour Cannonier. Toujours. C'est donc c'est un 55-45 à l'avantage du français. Moi, j'aime Mhm. bien le fait que ce soit proche du 50-50. Je sais pas si Ouais. si t'es d'accord avec ça. Ouais. Moi, je vois vraiment un combat assez serré, tu vois, 50-50. Et ça revient un petit peu sur le truc. Est-ce que les 5% en plus sont liés à la question de l'âge, potentiellement? Ouais. L'âge, l'activité peut-être. Cannonier a été moins actif récemment. Il sort d'une blessure au genou aussi. Ah, Peut-être. il avait une blessure au genou? Mais en fait, après sa très belle performance contre Vettori, il était supposé combattre contre Dolidze. Et c'est lui qui a Hmm, pull out pour MCL, il me semble. ok. Oh là là, hein. C'est vrai que moi, j'étais plutôt sur un 50-50. Mhm. Je sais pas du tout. Pour moi, je pense que je peux. Enfin, ouais. On essaye de pas être. Tu sais, tu l'as déjà dit, hein, on essaye de pas être Biaisé. influencé, Ouais. biaisé et tout. Et au final, de temps en temps, à vouloir ne pas être biaisé, on l'est, tu vois. Dans le sens inverse. C'est ça, exactement. C'est On horrible. surcompense. On surcompense dans l'autre sens. C'est horrible. Donc ouais, donc sur le truc, je sais pas trop, 50-50, je pense qu'on prend pas trop de risques. Mhm. Mais Ouais, voilà. ouais, moi c'est. Je pense que Nassourdine peut l'avoir au volume, et surtout au volume qui touche la tête. Donc je comprends le 50-45, je pense que c'est là-dessus. Je pense qu'on part du principe que Nassourdine va toucher plus. Cannonier va peut-être être un tout petit peu plus impactant, mais surtout sur les low kicks. Et on pourrait avoir un combat très disputé, on pourrait avoir une split aussi. Hein. C'est le genre de combat où ça pourrait Ouais. partir sur une décision partagée. Mm. Donc ouais, moi je m'aligne à ça. Si je dois pronostiquer, il y a le pronostic un peu safe, tu vois. J'ai dit, moi je sens bien la décision, donc Nassourdine à la décision, j'aime bien aussi. Mais j'ai envie de me mouiller, tu vois. J'ai envie de me mouiller là et Nassourdine TKO deuxième round. Ah ouais. De fort me mouiller, ouais, j'ai envie de fort me mouiller. Je sais pas, j'ai j'ai ce pressentiment qu'il va y avoir, tu sais, la performance. Genre la performance de Nassourdine avec un finish dans le deuxième. Ah là là. Ouais, deuxième, ouais, ça me plairait beaucoup, tu vois. Ouais, mais tu vois, parce qu'en plus, le classique, ça aurait été aussi de dire, ouais, Nassourdine, il a besoin de construire son jeu. Donc le finish au quatrième round, je trouvais ça. C'est moins surprenant que Non, par le contre, je finish au verrais. deuxième, non? Ouais. Écoute, s'il y a une cote de Paris, genre finish deuxième ou décision, tu vois, je pense que. Ouais, tu peux mettre sur l'un et sur l'autre, et je pense que si t'as l'un ou l'autre, Mm, tu mm, finis en positif. Ouais. mm. Ouais.
Ouais, sur le prono, moi je vois plutôt une victoire à la décision. Ouais. Une victoire à la décision de Nassourdine, serré, effectivement. Effectivement, ça peut être assez serré. Je vois plutôt ça. Je les vois, ouais. Ok. Et Mais comme je te dis, un finish pourrait. Ce que tu dis est hautement probable aussi, tu vois. ouais, c'est un combat où littéralement tout peut se passer. Ce qu'on prévoit moins, ce sont des soumissions. Je pense que l'un et l'autre, la soumission, on la voit moins probable. Si elle arrive, c'est peut-être parce qu'il y en a un qui est sonné, qui tourne son dos à l'autre. Ou voilà, je pense. Je pense que c'est vraiment le moins probable. Dernière question. En cas de victoire, je pense que c'est très important pour Nassourdine de faire un call-out. La pire chose qui pourrait lui arriver en gagnant ici, c'est de devoir combattre contre Brendan Allen. Et je dis pas la pire chose parce que c'est le pire match-up, je dis que c'est la pire chose parce qu'une victoire contre Brendan Allen ne lui garantirait pas un title shot derrière, en sachant que dans le paysage, on a Adesanya, on a Strickland et on a vainqueur Whittaker Khamzat. Pour moi, s'il veut partir du principe qu'après avoir battu Cannonier, il est à une victoire du titre, il doit absolument soit de prendre Strickland, soit de prendre le vainqueur Whittaker, Khamzat, soit de prendre Adesanya. S'il prend Brendan Allen, les 4 noms que je viens de citer, ils sont prioritaires sur lui, même avec une victoire contre Allen. Ouais. C'est un bête détail, mais ouais, si tu veux être le plus proche du titre, tu dois absolument cibler quelqu'un qui t'amène en cas de victoire vers le titre garanti. Et Allen n'est pas cette personne-là. Alors la question dans le choix de carrière, c'est est-ce qu'il faut prendre le combat qui t'amène le plus rapidement au titre? J'aime bien cette question aussi. Nassourdine n'a que 28 ans, j'ai toujours dit, il n'a pas besoin de se précipiter vers le titre, mais sa vision est tellement chaude que le moins de combats, c'est c'est la plus haute probabilité aussi, a priori. Mais voilà. Moi, j'aime bien l'idée de se battre contre Whittaker, tu vois. Ouais. En cas de victoire contre s'il bat Khamzat. Peu importe. Non, pas forcément. Hein. Ah oui, peu importe. Ok. Si t'es dans, enfin voilà, là on est au mois de juin. Ah, ça va être chaud pour septembre. Non, si Whittaker perd contre Chimaev fin juin, il y a peu de chances de l'avoir fin septembre à Paris. Tu vois, moi je pense que ce qui est intéressant, ça serait, s'il gagne ce combat-là, s'il veut faire septembre, tu vois, tu vois, t'as la revanche Strickland, c'est main event, hein, ça. En France, Strickland n'a sur 10. Impossible. Ils vont pas mettre Sean Strickland en France, impossible. Ah, j'avoue. Paulo Costa, tu vois, même s'il revient d'une défaite. Marvin Vettori. Ouais. Bah alors Allen, hein. Alors Allen. À ce prix-là, tu prends Allen. Vettori, il est plus accessible quand même, non? Accessible, oui. Est-ce que ça te fait gagner plus de points Oui, mais c'est toujours pareil, ça dépend. Oui, mais effectivement, si ton objectif c'est de prendre de l'expérience, alors Vettori, clairement. Voilà, Vettori, expérience, et puis après, bah, t'as suffisamment de victoires pour, te dire, c'est bon les gars, vous mettez un combat bien chaud et c'est la ceinture après, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Je trouve qu'il y a encore, tu vois, il y a encore un peu de temps dans. J'ai besoin d'être, on va pas dire rassuré, tu vois, mais je voudrais pas le voir arriver trop vite à la ceinture et qu'il passe à côté de son combat parce que. Et qu'il faille refaire tout le taf derrière. T'imagines que pour Strickland, qui est déjà une superstar, il est obligé, il a même pas de combat pour le titre directement derrière, tu vois. Ouais, on va dire que c'est très dépendant de sa performance ici aussi, tu vois. S'il est ultra convaincant, j'ai pas de difficulté à l'imaginer contre un gros nom de la division pour se rapprocher le plus vite possible du titre. Si ici il gagne sur split avec un Cannonier qui est pas en grande forme, ouais, j'aurais moins de mal à me dire ok, on le construit avec Vettori et puis encore 2 combats derrière ou une autre victoire nécessaire contre un gros nom derrière. Ok. Bon, on a fait le tour. Merci à tous. Je pense, hein. Merci à toi, Brian. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très vite. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.